Et salut la team Gros Billets, bienvenue, vous êtes sur la chaîne du Club Invest, comme d'habitude, je suis là pour vous accueillir. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir? On va discuter un petit peu de comment dépenser l'argent qu'on a durement gagné, tous les gros billets qu'on a bien gagnés en faisant de l'immobilier. Parce que voilà, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Souvent, on crée des structures, on crée des entités et on sait pas trop comment sortir cet argent pour pouvoir le dépenser. Il y en a plein qui vont nous dire « Ouais, moi je te prends l'argent, j'achète ce que je veux avec, je vais le faire de toute façon, j'ai payé mes impôts, tout est bon. » Eh non, Johnny, calme-toi. C'est pas aussi simple que ça. Parfois, il va falloir user de petites choses pour pouvoir sortir cet argent sans se faire complètement voler par soit les impôts, soit l'État, parce que forcément, eux, ils nous attendent à la sortie. Donc on va regarder ça tout de suite. Avant ça, on a toujours, on vous offre cette vidéo avec Thibaut, une vidéo que j'ai fait sur les travaux. Tout ce que vous avez à faire, vous vous rendez sur le site laboîteabillets.com. Donc vous tapez boîte à billets forcément avec un S parce qu'il y en a plusieurs. .com et du coup vous retombez sur une petite page, vous attendez 30 secondes que ce soit sur votre téléphone ou avec votre ordi, vous attendez 30 secondes, il y a un petit pop-up qui va apparaître, vous mettez juste votre adresse email pour qu'on puisse savoir où vous envoyez tout ça et puis vous allez avoir accès à cette vidéo. Voilà, c'est 1 heure où je vais parler de travaux, des différents matériaux, du jargon qu'on utilise. Enfin voilà, vous aurez plein de petits tips pour vous aider dans vos travaux et puis dans le fait que quand on achète un appartement, souvent on a des choses à refaire. Parfois ça peut être des petites bricoles. Ça vous donnera un petit avantage quand vous allez parler aux artisans, si vous ne le faites pas vous-même et si vous le faites au moins vous-même quand vous vous rendez au magasin ou vous allez voir un magasin de plomberie, d'électricité, tout ça, vous savez donner les bons termes pour les bons produits que vous cherchez. Voilà, donc ça c'est pour la partie cadeau qu'on vous fait. Et on va regarder aussi les charges. On regarde ça tout de suite. Qui dit charge, quand on parle de charge, forcément on parle de charges qu'on va pouvoir mettre sur le compte de la société. Donc ça peut être ce type de charge, mais avant ça, je vais vous parler aussi des autres charges qu'on a, c'est les charges de copropriété. Ça, on doit les payer, ça m'a fait penser à ça parce que on parlait de charges, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Là, il s'agit justement des charges qu'on paye à la copropriété et c'est juste pour vous tenir au fait qu'il faut bien que vous soyez en règle avec votre copropriété. Voilà, ça nous arrive souvent, on a beaucoup de lots, forcément, vous le savez. Donc ça nous arrive souvent qu'il y ait des changements de syndic et forcément, ils n'arrivent pas à nous joindre aussi bien qu'ils aimeraient. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que en 2024, ils continuent à nous envoyer des courriers, je ne sais pas pourquoi, alors qu'on a des emails, on a des textos, on a le téléphone portable, mais non, ils persistent à nous envoyer des courriers à des adresses forcément où on ne peut pas récupérer du courrier tout de suite. Je ne sais pas pourquoi ils continuent de faire ça, alors que même s'il s'agit de recommander avec accusé de réception, ça se fait très bien sur le site de la Poste, on l'utilise tous pour parler par exemple à nos locataires, à leur envoyer des courriers ou alors quand ils nous annoncent leur préavis, tout le monde le fait. Mais non, les syndics encore, je ne sais pas pourquoi, ils continuent à faire ça par la poste. Donc il m'est arrivé une petite histoire, c'est que j'ai eu un changement de syndic dans un de mes appartements. Ça s'est passé au 1er janvier. Et là, on est en septembre et ils viennent me voir en me disant écoutez, on vous met une mise en demeure. Pourquoi? Parce que vous ne payez pas vos charges. Pourquoi je ne paye pas mes charges alors que j'ai des prélèvements automatiitiques partout. Donc ça aussi, je vous conseille de le faire au niveau des charges. Dès que vous achetez un bien, c'est de mettre tout de suite en place un prélèvement automatique. Donc vous vous mettez en contact avec le syndic. Logiquement, ils vont vous donner un petit accès à une sorte d'intranet et vous pourrez bien sûr voir et puis aller rechercher tous les décomptes de charges. Ça va être super important pour donner à votre comptable. Mais
Aussi, ça va vous permettre de faire le suivi. Là, forcément, bah, pour pas les citer, hein, parce que c'est les meilleurs, hein, bien sûr, c'était encore Foncia. Donc, forcément, on s'est rendu compte qu'ils étaient pas si bien que ça, hein. Nous, on sait que on les porte pas trop dans notre cœur avec Thibaut. Mais donc on a voté pour un nouveau syndic et forcément, ben voilà, j'ai peut-être pas suivi cette affaire assez de près, mais ils ont changé au 1er janvier. Et depuis le 1er janvier, ce syndic m'envoyait des courriers à une ancienne adresse que j'avais quand j'ai acheté ce bien. Donc ça date. Je ne sais pas pourquoi ils avaient cette adresse. Peut-être que c'est que Foncia qui leur a donné cette adresse. Encore une fois, ils sont géniaux, ceux-là. Et donc, ils ont continué à m'envoyer des courriers là. Et puis là, d'un coup, ils se sont dit, tiens, on va peut-être l'appeler. On a un numéro de téléphone. Et je leur ai dit, mais les gars, pourquoi vous m'avez pas appelé plus tôt, au lieu d'attendre plus de 6 mois pour me dire, bah tiens, on vous met une mise en demeure parce que vous payez pas vos charges, alors que j'ai toujours payé mes charges en temps et en heure. Voilà, donc ça s'est arrangé, j'ai pu leur expliquer. Alors, j'ai de la chance parce que ce nouveau syndic sont un peu plus compréhensifs que Foncia. Ça nous est déjà arrivé avec Foncia, eux, ils en ont rien à faire, hein. Et ils vous disent, tant pis, c'est tant pis pour vous. Et puis, vous avez pas compris, en fait, pour la petite histoire, ils avaient mélangé des appartements, ils envoyaient à une mauvaise adresse. Bref, c'était encore pas notre faute, mais bon, on a dû payer pareil. On a fait un épisode là-dessus, je crois, avec Thibaut. Ça s'appelle On nous envoie les huissiers. Voilà, c'est assez rigolo. On a tourné ça un petit peu à la rigolade, mais comme on vous l'explique, bah, c'est pour éviter de faire ces erreurs-là. Suivez bien vos décomptes de charges et suivez bien votre syndic, être sûr qu'ils ont les bonnes informations sur vous, qu'ils ont la bonne adresse malheureusement. Expliquez-leur que c'est mieux de pratiquer par email ou par téléphone, c'est vrai que c'est plus rapide et c'est plus simple pour tout le monde, mais ils ne le font pas tous. Essayez d'avoir les accès pour votre intranet, c'est super important et puis ça vous permet de faire un meilleur suivi. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse au niveau des charges. Et puis, je vous souhaite que ça vous arrive pas. Et on va attaquer tout de suite avec l'autre type de charge. L'autre type de charge dont je voulais vous parler, ce sont les charges d'exploitation. Donc c'est à peu près toutes les charges qu'on va pouvoir mettre sur la structure que vous avez créée. Donc tous les coûts qu'on va pouvoir passer en charge et forcément qui vont être déductibles par après. Donc ça peut être les frais de déplacement pour se rendre à vos appartements, pour réaliser les visites. Si vous exploitez en LCD, ça peut être les frais internet, les frais de conciergerie, les frais d'électricité, les frais de gestion, enfin voilà, ça peut être une multitude de choses. Et justement, c'est ce qu'on va voir dans la BAO avec Marie et Julien, qui eux ont à peu près 35 lots vers là, et ils commencent à avoir une bonne expérience, mais c'est surtout qu'ils sont experts comptables, et ils vont vous expliquer quels types de charges peuvent être réellement passées donc en charge sur le compte de la société, quels sont les pièges donc à ne pas faire, donc surtout essayez de ne pas abuser sur vos charges, hein. Il faut toujours que ça soit cohérent, donc c'est vraiment les grandes lignes, mais ils vont y aller bien plus dans les détails que ça, et surtout ils vont expliquer comment on va pouvoir sortir cet argent, donc comment on va pouvoir dépenser cet argent qu'on a durement gagné, ces gros billets qu'on a fait, de la meilleure façon possible, sans se faire matraquer par les impôts ou par le fisc. Voilà, et puis tout simplement essayer d'éviter les contrôles fiscaux parce que ça peut faire peur. Et puis si jamais on commence à vouloir être trop gourmand, ça peut attirer forcément des contrôles. Donc il peut y avoir des redressements et puis là ça peut coûter très cher. Donc ils vont nous donner tout plein d'astuces et surtout nous dire comment on peut récupérer cet argent-là et puis le dépenser comme bon nous semble. Mais d'abord il faudra pouvoir le sortir de la structure qu'on a créée. Voilà, donc on va regarder ça tout de suite dans un petit extrait de la boîte à outils des investisseurs avec Julien et Marie. À tout de suite. Qu'est-ce qu'on peut passer comme charge sur le LMNP et qu'est-ce qu'on ne peut pas passer? Puis ensuite, on bougera sur la SCI. Alors, le LMNP, déjà, d'un point de vue fiscal, il y a deux régimes. Donc, le micro qui a un abattement et le régime réel simplifié. Donc, là, je suppose que tu sous-entends dans le réel simplifié, du Ouais, coup. le micro, enfin, moi, je n'utilise pas de ce que Non, mais de l'analyse que je peux il y en avoir, a c'est qui l'utilisent vraiment. Ah si, soit, beaucoup de gens l'utilisent le micro. C'est ah ouais, justement ouais, une grosse erreur.
En fait, la majorité des LMNP aujourd'hui, c'est des micros parce que très souvent, ça, les gens savaient simplement que c'était plus intéressant d'être en LMNP, mais n'ont pas été au bout du raisonnement en regardant réellement dans le détail est-ce qu'il fallait mieux être au réel ou au LMNP ou au micro, et parfois ne savent même pas que le régime réel existe. Ok. Ce qui est quand même bien dommage. Du coup, d'un point de vue fiscal, le LMNP est assimilé à une EI, donc entreprise individuelle. On n'est pas en société, tout est en nom propre, c'est-à-dire que le patrimoine de vous, perso, et le patrimoine qui est affecté à l'activité est confondu. Mais l'avantage du LMNP, du coup, c'est qu'on relève des BIC, donc bénéfices industriels et commerciaux. Et en soi, on peut déduire tout ce qui est affaire à l'activité, tout ce qui peut être utile dans l'activité. Donc là, la gestion immobilière, la gestion du bien, du coup, c'est-à-dire qu'on peut, par exemple, les frais de déplacement. Imaginons, je sais pas, nous, on a un immeuble à 40 minutes. On va dépenser de l'essence et du péage pour justement aller s'occuper de ce bien-là. C'est déductible. Je vais te poser des questions, tu me dis peut-être si c'est Ouais. bon ou pas bon. Alors, bon, déjà, peut-être on peut parler de la base de la base. Tu peux déduire tout ce qui est lié au financement du bien. Ça, Oui, bien sûr. donc tu as les intérêts d'emprunt, l'assurance, la PNO, euh, les frais de notaire. Historiquement, on Oui. pouvait les passer soit en une fois, soit les amortir sur la durée en même temps que le bien, en fait, hein. C'était sur la. Normalement, on a deux choix. Soit on le passe directement en charge, soit on l'étale sur la durée du bien. Mm. C'est un choix à faire après, c'est un choix à faire et surtout à conserver. On peut pas, une année, je me dis, ouais, je les passe en charge et l'autre, oh, ben non, pourquoi pas l'amortir en même temps que le bien. C'est une fois qu'on choisit une méthode, on s'y tient. Et C'est C'est ce qu'on par bien. appelle la permanence des méthodes comptables. oui, voilà. Et c'est euh, et c'est par bien qu'on fait ce choix ou c'est surtout c'est bien? Non, c'est surtout c'est bien, C'est c'est dans surtout c'est une bien. comptabilité. C'est-à-dire sur ta compta de ton LMNP, Ah, tu t'engages à suivre cette méthode-là. Et voilà. yes. Donc on a dit le déplacement, c'est peut-être le formalisme juste des factures pour le LMNP. Ouais. Est-ce qu'un ticket de caisse ça suffit? Est-ce que c'est une question qu'on me pose souvent, hein. Est-ce qu'il faut vraiment une facture, voilà, avec le Alors, SIRET du LMNP? en Qu'est-ce qui... théorie, il faut une facture quand même. Un ticket, ça suffit pas. Il faut demander une facture et bien la mettre à son nom. Après, je t'avoue que bientôt, ce problème-là sera résolu grâce à la facture électronique. Donc là, pendant les 2 ans qui arrivent, on reste quand même sur les factures papier. C'est quand même mieux de la demander. Après, il nous arrive à tous de passer un ticket parce que, ben, je sais pas, supermarché, ils font pas une facture, quoi. Quand tu achètes des produits d'entretien, ils font pas la facture. Bon, ben, un ticket, on considère que ça passe. Mais en contrôle fiscaux, normalement, non, il faut une facture acquittée. Ok. Puis notamment, on peut penser à la station essence. Là, t'as pas de facture non Oui, plus, voilà, t'as non juste un plus ticket un qui sort. Donc ticket. là, tu vas pas contacter Total pour demander une facture, Yes. quoi. Ok, intéressant. Et quand on a une facture, on doit mettre quoi dessus? On doit mettre l'adresse euh, du bien, le siret? Qu'est-ce qu'on doit vraiment demander? À quoi on doit faire attention? Alors, bah, généralement, à ton nom, c'est bien. Normalement, dans leur formalisme de logiciel de facturation, tu dois quand même renseigner une adresse. Là, c'est bien parce qu'en fait, tu peux être considéré à la fois comme particulier et professionnel. Donc, s'il y a juste ton nom ou ton adresse, ça suffit. Par contre, il faut que ce soit soit à l'adresse du bien, soit à l'adresse où tu t'es immatriculé. On va en parler après pour les sociétés. Est-ce que c'est les frais réels, donc essence et péage, ou est-ce qu'il y a des indemnités kilométriques, des ICA comme on dit, pour le LMNP? Non, alors pour le LMNP, il n'y a pas d'ICA. Par contre, on a le droit de passer une quote-part. Alors attention, ce qui est souvent retoqué en contrôle fiscal, c'est qu'il faut il faut que ce soit cohérent. C'est-à-dire que si vous passez, je ne sais pas, 30% de votre essence dans le LMNP, alors que vous n'avez qu'un seul bien, c'est peut-être incohérent. Par contre, si vous passez 10% de votre essence, ça c'est peut-être un peu plus cohérent et ça sera moins, ça risquera d'être moins redressé en cas de contrôle. Donc à chaque fois, toujours faire attention, pareil sur l'assurance voiture. Du coup, vous avez le droit de passer l'assurance voiture, mais toujours avec une petite quote-part qui est proportionnelle à vos biens et surtout votre usage habituel. C'est-à-dire que bon, voilà, s'il y a 2 appartements, peut-être pas passer 50%.
Mais par contre, si vous commencez à avoir une quarantaine de lots, bah, effectivement, beaucoup de déplacements, ça peut justifier une quote-part plus importante. Ok. Ce qu'il faut, Est-ce c'est qu'on... surtout toujours rester cohérent en fait. C'est-à-dire que si jamais vous avez des factures que vous voulez passer, il faut toujours que par rapport à la réalité, c'est-à-dire à la distance entre votre domicile, vos biens ou votre bien, si vous en avez qu'un, il faut que dans l'année ça soit cohérent. Il ne faut pas commencer à passer 10 000 euros d'essence s'il est à 10 minutes en voiture de chez vous. Par contre, maintenant, s'il est à l'autre bout de la France et que vous avez eu des travaux dans l'année et que vous avez fait beaucoup de déplacements qu'il faut justifier parce que vous avez une gestion directe, ben, là déjà, vous pouvez forcément passer des montants déductibles plus importants en rapport avec la réalité des kilomètres que vous avez fait. Comment on sort de l'argent? Voilà, maintenant on a du bénéfice. Déjà, enfin, numéro un, je pense, c'est faut du bénéfice comptable, hein, sinon tu peux pas distribuer. Euh, Tu peux jamais, de souvenir, hein, tu peux jamais avoir toi, tu dois jamais devoir de l'argent à ta société. Autant la Non. société, elle peut te devoir de l'argent, mais autant toi, tu dois jamais avoir de dette envers ta société. Donc, comment on fait? Donc, il y a soit en gros des dividendes, soit on se paye. C'est comme ça en général qu'on fait. Mhm. Est-ce qu'on peut se payer avec une SCI? Je sais même pas. On peut se Ce payer qu'on un peut Oui, on peut être Oui, on salarié. peut être salarié. Après, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Parce que les gens Ouais. qui ont une SCI, enfin, les gens qui ont des SCI, généralement à côté, ils ont un autre job sur lequel ils Mm. sont attachés à un régime social. Donc, Oui. moi, je ne le recommande pas spécialement, Mm. mais on Et, pourrait tout à fait. et encore, là, ce qu'il faut préciser, c'est que je viens de dire, on peut être salarié. Alors, on peut avoir un salarié dans la SCI, mais si maintenant c'est vous qui détenez la majorité des parts de la SCI, vous ne serez pas ce qu'on appelle un salarié, vous serez ce qu'on appelle justement un travailleur non salarié, c'est que vous aurez le même régime social que dans une SARL, parce qu'on est sur une société de personnes. Mhm. Ok. Donc, Et donc, cotisation URSSAF, ouais. RSSI Est-ce que et. ça vaut le coup? Je sais pas. Ouais. Là, tu tends le bâton, ouais. C'est ça Ouais. le. Exactement. Ok, ouais, donc ben, peut-être on peut rappeler, donc ben, peut-être pas juste pour les SCI, mais pour les SCI, en gros, en général, si tu veux vraiment sortir de l'argent, c'est des dividendes si tu n'as pas de compte courant d'associé. Donc là, c'est flat tax, hein, sauf si vraiment tu as une tranche Oui, oui. marginale qui est faible. Donc c'est 30% pour l'instant. Pour Pour l'instant, hein. l'instant. Voilà, faut jamais oublier ça. Et sinon, donc dans t'as SAS, SARL, en gros, la plupart des gens, par exemple, un peu dans le domaine du web et tout, ils ont des SAS parce que, pour leur boîte, parce que, en fait, ils ont déjà d'autres revenus, comme tu l'as dit un peu, Mhm. la, la protection sociale, elle est déjà faite d'une autre façon. Donc souvent, on opte pour la SAS. Tu peux nous dire peut-être ouais, dans quel cas, ou vous pouvez nous dire peut-être dans quel cas c'est bien d'avoir une SAS ou une SARL en fonction peut-être de ses objectifs rapidement justement de protection sociale, de retraite. Il y en a une qui est beaucoup plus chère que l'autre en fait. Oui, Donc Oui. c'est ça. ouais, voilà. Alors, d'une manière générale, si vous avez un job à côté, moi je vous recommande la SAS parce qu'en fait on peut se tirer juste les dividendes et ça suffit amplement. La SARL, c'est un peu plus compliqué et moins. Enfin, au niveau de la Oui. rémunération, c'est Nous, plutôt en bien fait, fait. quand on conseille beaucoup de chefs d'entreprise pour justement cette question-là, ils se la posent souvent de savoir SAS, SARL, quel est le mieux. Euh, En réalité, déjà, si vous avez déjà un job à côté avec Mm. une protection sociale, un autre revenu, un salaire, ou même une auto-entreprise, par exemple, ça passe très bien aussi. SAS directement et ne vous payez qu'en dividende. C'est pas intéressant D'être président de se mettre salarié. président salarié, etc. Vous allez payer encore plus de cotisations. Maintenant, tout dépend toujours de votre situation et de votre âge. C'est évident que si vous avez 30 ans, moi je vous conseillerais de vous faire votre retraite vous-même, donc Mm. essayez de cotiser le moins possible dans les régimes obligatoires et donc de prendre le maximum de dividendes. Donc directement vous allez en SAS. Maintenant, si vous avez 55 ans, vous avez été salarié toute votre vie, vous avez déjà énormément cotisé, vous n'êtes pas très loin de l'âge légal de la retraite, moi je vous conseillerais SARL. Comme ça, au moins, vous continuez à valider des Des trimestres, vous trimestres. continuez à payer des cotisations pour les régimes de retraite et au moins, vous validez ce qui vous manque pour toucher la retraite. Donc, c'est là où finalement le choix se fait vraiment en fonction de la situation de la personne et pas tellement du projet d'investissement. Là, on est plus vraiment sur la situation personnelle, fiscale et sociale de la personne.
On se retrouve déjà, oui bien sûr je sais la vidéo elle est beaucoup plus longue que ça, elle est pleine d'astuces, hein. Julien et Marie vont vous donner plein de petites choses pour optimiser justement ce retrait d'argent. Voilà, j'ai dû couper certains passages parce que forcément ça reste un podcast privé et on donne plein de petites choses qui peuvent pas être dites au grand public forcément, mais en tout cas ça va vous permettre vraiment d'optimiser toute cette sortie d'argent pour que vous puissiez le dépenser le mieux possible. Si vous voulez la vidéo en entier, vous savez où la trouver. Vous allez sur boîte à billets, toujours avec un s.com, et puis vous pouvez vous inscrire. Sachez qu'il y a en ligne à peu près maintenant 35 vidéos, 35 interviews, ça fait plus de 35 heures de formation avec que des professionnels à chaque fois. Là, Julien et Marie sont experts comptables, ils vous disent exactement quoi faire pour optimiser ça. On a aussi des avocats, on a des maîtres d'œuvre, on a des agents immobiliers, on a des comptables, on a des conseillers en gestion de patrimoine, on a des banquiers. Enfin voilà, on a énormément d'invités qui sont tous des professionnels, c'est tous leur métier. N'hésitez pas si vous voulez y aller, c'est vraiment le moment de le faire. En tout cas, on a fait le tour sur la question. Je vais vous laisser et puis je vous dis à dans 2 semaines. Si vous voulez nous écrire, vous n'hésitez pas. Vous le faites comme d'habitude sur l'Insta du Club Invest, sur l'Insta de Bye Bye Patron. Thibaut, il vous répondra rapidement. Vous pouvez aussi nous écrire directement par email ou alors vous allez sur le site du clubinvest.fr. Club Invest avec un 1 et puis vous pouvez réserver directement un rendez-vous avec nous où on discutera un peu de vos investissements et puis de ce que vous voulez faire. Voilà, on va essayer de vous guider. C'est un call qui est 100% gratuit et puis on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Allez, je vous dis à dans 2 semaines et puis n'oubliez pas, faites des gros billets.